Au sommaire de cette édition, l'RDP Jama a célébré ce dimanche 9 avril le 26e anniversaire de la création du parti, couplé au 24e anniversaire du décès du père fondateur Ibrahim Baré Menassara à travers lecture du Saint-Coran. Les détails dans ce journal. Le ministre du Commerce a officiellement lancé hier matin Ngonga dans le département du Bobo, région du Dosso, l'opération vente de céréales à prix modéré édition 2023. À suivre également les échos dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et ravi de vous retrouver dans ce 20h de ce dimanche 9 avril 2023 sur la télévision Dunia. Je l'ai annoncé à l'instant dans les titres célébration ce dimanche 9 avril 2023 du 26e anniversaire de la création du parti RDP Jama, couplé au 24e anniversaire du décès du président père fondateur du parti, le général Ibrahim Baré Menassara. À cette occasion, une lecture du Saint-Coran a été dite pour la mémoire du défunt. Tonkono Fati et Idriss Maman pour le compte rendu. Communauté nationale pour un devoir de mémoire à l'endroit du président Ibrahim Menassara Baré, lâchement assassiné un vendredi 9 avril 1999 alors qu'il se rendait à Inates, à la frontière du Mali, pour inaugurer une nouvelle mosquée de vendredi. Le RDP Jama et la famille de l'illustre disparu, soutenus par des hommes et des femmes épris de paix et de justice, sont déterminés à poursuivre le combat démocratique sous toutes ses formes pour la manifestation de la vérité et le jugement des auteurs et co-auteurs de cette barbarie qui dépasse l'entendement. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances, à prendre part à cette cérémonie. Il faut retenir, c'est surtout les valeurs morales qui aujourd'hui sont en perdition que Ibrahim Baré Menassara a voulu préserver parce que c'est la condition de réussite et de développement d'un pays. Il avait un projet de société qui laissait en bonne place toutes ces valeurs, parce que rien n'est possible si ces valeurs ne sont pas en place. Et aujourd'hui, quand vous parcourez tous ces événements qui ont été faits, vous allez vous rendre compte que par rapport à un certain nombre de valeurs, telles que courage, honnêteté, transparence, que sais-je encore, qui ont permis au président Baré de pouvoir réaliser en très peu de temps, disons, des résultats ô combien appréciables. Si aujourd'hui, Baré Menassara est encore très présent dans la conscience et dans la tête des Nigériens, c'est parce que simplement, il a eu une attitude qui a convaincu, disons, l'opinion nationale, même internationale. Je crois que je le connaissais mieux que tous ceux qui sont ici. En 67, nous étions en classe à l'école neuve avec Jibril. Quand on est venu annoncer à Jibril la mort du vieux Baré Menassara en 67. Donc c'est pour vous dire que nos relations avec mes relations personnelles avec la famille Baré et le RDP de manière générale ne datent pas de maintenant. C'est pour ça que
malgré toutes les péripéties qu'il y a eu, chaque fois qu'il y a eu des manifestations du RDP, j'ai toujours fait l'effort d'y assister, à cause de ce que je viens de vous dire. Politique, tous les déplacements qu'il a eu à faire en Libye, à Cuba, le rétablissement de la Chine, nous sommes aujourd'hui en train de bénéficier des retombées de tout ça. Mais lui, il est parti. Donc, il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Une occasion pour le parti de féliciter le gouvernement actuel pour ses multiples efforts en matière de bonne gouvernance à travers cette déclaration du secrétaire général du dit parti. Le RDP Jama, se sentant collégialement impliqué, encourage les efforts substantiels dans le cadre du programme de Renaissance 3, acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. En particulier, il s'agit du développement des cultures de maraîchage qui prennent de plus en plus de place prépondérante pour l'alimentation de nos populations, favorisant la multiplication des coopératives de pré-transformation, tout comme le démontrent éloquemment les nombreuses foires agro-silvopastorales. « 9 avril 1999, 9 avril 2023, 24 ans que le président Ibrahim Baré Maï Nassara fut assassiné par sa propre garde présidentielle lors d'un coup d'État. Qui était Ibrahim Baré Maï Nassara? La réponse dans ce commentaire de Mariama Soumana. Arrivé au pouvoir le 27 janvier 1996 suite à un coup d'État qui renversa le régime du président Mahamadou Ousmane, Ibrahim Maï Nassara Baré s'est proclamé chef du Conseil de salut national. Il suspend la constitution de la Troisième République et interdit les partis politiques. Après 6 mois de transition militaire, le président du Conseil de salut national organise des élections législatives et présidentielles et sera candidat sous la bannière du RDP Jama'a. À l'issue de ces élections, Ibrahim Maï Nassara Baré devient le président de la 4e République. Qualifiant ces élections de hold-up électoral, les partis politiques se sont regroupés en Front dit de la Restauration et de la Défense de la Démocratie, FRDD. Ce nouveau front s'est farouchement opposé au régime Baré, créant ainsi une crise politique ayant négativement impacté l'administration et les institutions démocratiques. Face à cette situation chaotique née des multiples pressions du FRDD, l'armée surgit une matinée du 9 avril 1999, mettant fin au régime Baré. Le père fondateur du parti RDP Jama'a fut assassiné sur le tarmac de l'aéroport international de Niamey par les éléments de sa propre garde présidentielle sous la conduite du commandant Daouda Malan-Wanké, alors qu'il était en partance à l'intérieur du pays. Pour la première fois dans l'histoire du Niger, un président fut froidement assassiné. Né le 9 mai 1949 à Maradi, Ibrahim Baré Maï Nassara est originaire de Doumega, région de Dosso. Il fut engagé dans l'armée en 1970. 3 ans plus tard, il devint aide de camp du président Seyni Kounté. En 1976, il est nommé commandant de la garde présidentielle avant de prendre la tête de la prestigieuse force aérienne en 1978. Il a ensuite occupé divers postes diplomatiques à l'étranger, attaché militaire auprès de l'ambassade du Niger à Paris, puis ambassadeur en France de 1988 à 1990 et en Algérie de 1990 à 1992. De retour au pays en 1992, il devint le conseiller à la défense d'Amadou Chefou, premier ministre du gouvernement de transition. En 1993, il devint chef d'état-major des armées. Faut-il le souligner, le régime d'Ibrahim Baré Maï Nassara a été caractérisé par d'importants actes patriotiques et courageux. Ainsi, le leader du RDP Jama'a a entrepris des négociations serrées avec la COGEMA, ancêtre de l'AREVA, pour une gouvernance plus équilibrée de l'exploitation de l'uranium du Niger et avait même projeté de vendre l'uranium du Niger à l'Iran au meilleur prix pour briser le monopole des Occidentaux.
Ibrahim Baré Mainasra rétablit les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Entre autres prouesses, il a promu des femmes nigériennes compétentes à des postes stratégiques jusque-là réservés exclusivement aux hommes. Les proches collaborateurs qui gardent de lui l'image d'un homme discret, modeste, disponible et courageux affirment que le président a eu vent de son assassinat planifié au cours de son voyage mais a préféré le maintenir se remettant à Dieu. En tout cas, tous les jeunes du Niger, y compris les tout-petits, lui vouaient un amour inconditionnel. Ami des enfants, Baré a toujours été proche de son peuple qu'il consultait dès que l'occasion se présentait. Chaque enfant voulait avoir comme surnom Baré et avait la fierté d'avoir un jeune et élégant président qu'est Ibrahim Mainasra Baré. Poursuivons cette édition avec le lancement officiel hier matin à Ngonga, dans le département du Bovo, région de Dosso, de l'opération vente de céréales à prix modéré édition 2023 par le ministre du Commerce Al-Kash Al-Hada. Plusieurs personnalités administratives et coutumières de la région de Dosso étaient présentes à la cérémonie. Aoussi Abdraman et Seni Yaye pour le compte rendu. La présente cérémonie qui se tient à Ngonga dans le département de Boboy, région de Dosso, consacre le démarrage officiel de l'opération de vente de céréales à prix modéré sur l'ensemble du territoire nigérien et touchera dans son ensemble 200 000 ménages, soit 1 400 000 personnes par mois. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des réponses à la situation de vulnérabilité des populations conformément au programme de soutien établi par le gouvernement. Le maire de la commune rurale de Ngonga, Boubacar Moussa, a dans son mot de bienvenue souhaité la bienvenue à ses hôtes et a brièvement présenté sa commune. Il a ensuite loué les efforts du gouvernement pour le programme de soutien aux populations vulnérables de sa commune. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son discours rappelé qu'en 2022, la région avait bénéficié de 15 240 tonnes reparties sur 7 phases et 239 tonnes de sucre qui ont permis de mars à septembre de soulager les souffrances des populations les plus démunies et de stabiliser les prix des céréales sur les marchés. Il a, avant de clore son discours, affirmé qu'il veillera fermement à l'exécution et au recouvrement de cette opération. Je voudrais, au nom de toutes les populations de la région de Dosso, remercier le gouvernement et les partenaires qui œuvrent inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour clore mon allocution, Excellence Monsieur le Ministre, je voudrais vous rassurer que nous veillerons fermement à l'exécution et au recouvrement de cette opération. En prononçant le discours de lancement de cette opération de vente de céréales à prix modéré 2023, le ministre du Commerce a loué les efforts des plus hautes autorités dans la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique à hauteur de 80 000 tonnes afin d'atteindre plus de cibles cette année 2023. Il a en outre exhorté toutes les parties prenantes dans cette opération à s'activer et à faire preuve de bonne gestion, en particulier les membres des comités sous-régionaux sous l'égide des préfets, pour que l'édition 2023 enregistre un succès éclatant. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui consacre le démarrage officiel de l'opération vente de céréales à prix modéré sur l'ensemble du territoire national et touchera dans son ensemble 200 000 ménages, soit 1 400 000 personnes par mois. L'objectif de ces ventes hautement appréciées par la population est de rendre les céréales accessibles à des coûts et à des coûts raisonnables. Comme par le passé, ces céréales seront placées dans les chefs-lieux de communes ciblées. Les stocks seront acheminés par la suite au niveau des centres secondaires de vente sous la responsabilité des préfets. Et ces ventes se feront à l'unité de mesure locale et s'étaleront dans le temps afin de favoriser une régulation des prix sur les marchés et de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. S'en est ensuite suivi l'opération proprement dite de vente par les autorités
et une visite guidée du magasin de stock de céréales d'Ongonga. Un communiqué de la Direction générale des impôts dans cette édition. Il est ainsi libellé. Par communiqué en date du 6 avril 2023, le directeur général des impôts informe le public et tous les acteurs économiques de la généralisation de la délivrance de la facture certifiée par toute entreprise, y compris celle relevant du régime de l'impôt synthétique NIF comportant la lettre clé P, sous réserve des cas de dérogation que toute acquisition de biens et services auprès d'entreprises soumises au régime de l'impôt synthétique doit être matérialisée par une facture certifiée. Le directeur général des impôts compte sur le civisme fiscal de la population et de l'ensemble des acteurs économiques et les remercie par avance pour des dispositions qu'ils voudront bien prendre afin de se conformer aux prescriptions légales régissant la facture certifiée. Autre aspect de cette édition, l'Association nigérienne des jeunes pour le développement a organisé hier après-midi une rupture collective à son siège. Objectif, fédérer les esprits des Nigériens, notamment les jeunes, à cultiver la paix et la cohésion sociale en ce mois béni du Ramadan. Abdelmajid Badjo et Idriss Mahaman pour le résumé. C'est par ces gorgées d'eau qu'a eu lieu cette rupture collective organisée dans une ambiance de joie, de tolérance et de convivialité par l'Association nigérienne des jeunes pour le développement, ANJUD, sous l'appui financier de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le thème retenu pour cette rupture collective est citoyenneté, paix et sécurité au Niger. Nous sommes dans un mois béni de Ramadan, que c'est l'occasion pour nous de profiter beaucoup pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous apporte la paix, la sécurité et la sérénité dans notre pays. C'est dans ce sens que nous avons entrepris une démarche avec l'ambassade des États-Unis qui a jugé utile d'accompagner cette activité pour que nous puissions, parce que c'est une vision commune, la paix et la sécurité dans notre pays. Nous remercions au passage le directeur des relations publiques de l'ambassade pour avoir cru en nous, pour nous avoir donné l'occasion de pouvoir organiser cet iftar. À cette occasion, le directeur de la diplomatie publique de l'ambassade des États-Unis s'est réjoui de la cérémonie afin de renforcer la tolérance religieuse et la liberté des cultes. Nous espérons que la paix, la tolérance et l'harmonie rempliront vos cours pendant le mois de Ramadan et tout au long de l'année. Les Américains musulmans enrichissent notre pays. Ils sont aussi diversifiés et dynamiques que l'Amérique. Ils créent des emplois en tant qu'entrepreneurs et propriétaires d'entreprises, considérant leur vie en tant que première intervenante, enseignent dans nos écoles et servent des fonctionnaires. Également, ils jouent un rôle de premier plan dans notre lutte continue pour l'équité raciale et la justice sociale. Beaucoup de ceux qui voyagent aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange remarquent que les musulmans aux États-Unis sont des membres essentiels des communautés de notre pays. Comme nous reconnaissons les musulmans de notre patrie qui rencontrent les jeunes ce soir avec leurs familles dans les grandes et petites villes américaines, nous honorons également le peuple musulman du Niger. Les États-Unis et le Niger sont devenus des partenaires solides alors que nous défendons nos valeurs communes, notamment la tolérance religieuse, la liberté d'expression et la réunion pacifique. Ensemble, avec nos partenaires nigériens, nous ouvrons pour un avenir meilleur. Avec ça, je voudrais remercier le cadre des leaders de ANJUD pour réaliser cet iftar. À noter qu'après avoir projeté un film documentaire sur l'islam en Amérique, les membres de l'ANJUD ont remis un témoignage de satisfaction au directeur de la diplomatie publique afin d'immortaliser ce moment. À Agadez, la place du Sultanat a été le point de départ de la procession carnavalesque ou tachée initiée en période du mois béni du Ramadan. Il y avait bien de foule des jeunes et des moins jeunes à cette cérémonie. Ibrahim Oumarou, RTD, Agadez.
Vêtu de son accoutrement burlesque, le Sakintaché auprès du sultanat fait son entrée pour demander l'autorisation du sultan pour le démarrage de l'animation du taché, cette tradition très ancienne des communautés musulmanes en période du mois béni du Ramadan. Une animation très appréciée par la population des jeûneurs et qui est très encouragée par les différentes autorités d'Agadez. Toujours si le mois de carême arrive au 15e jour, le chef d'étagé il vient vraiment honorer d'abord cet événement. C'est devenu une tradition à Agadez comme dans plusieurs contrées africaines qu'à partir du 15 du mois de Ramadan, pour accompagner les jeûneurs, c'est devenu une tradition vraiment qui est en train d'être perpétuée par les populations au niveau de toute l'Afrique. Et ça permet, selon les initiateurs, d'encourager durant les 15 derniers jours les jeûneurs. Bon, je dois dire que c'est une vieille tradition ici à Agadez. Souvent au 15e jour du mois de Ramadan, nous recevons la visite de ces comédiens. Je pense que c'est une pratique qui veut juste encourager les gens qui font le carême pour dire que les gens sont contents. Donc je pense qu'il faut voir ça sous cet angle. Donc c'est pour cela qu'il faut les encourager, effectivement, c'est des vieilles traditions, surtout ici à Agadez. Ces rituels de l'arrivée du Sakintaché chez le sultan de l'Aïr donnent le top départ à tous les groupes de jeunes à travers ce type de carnaval qui vont parcourir les différents quartiers de la ville pour amener joie et détente au sein de la population. Le droit à l'éducation de tous les enfants figure en bonne place dans la Convention des Nations Unies. Au Niger, le président de la République, Mohamed Bazoum, a placé l'éducation au centre de ses priorités. 2 ans à la tête du pays, quel bilan peut-on retenir dans ce domaine? Tonkono Fati Idriss Maman pour la réponse. C'est également ici que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision en continu. Au revoir. Le droit des enfants est mondialement reconnu. Partant de ce fait, un enfant doit voir tous ses droits respectés par les acteurs de la société, à savoir le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la protection et celui à l'alimentation pour une vie saine. Parmi ceux-ci, le président de la République, Bazoum Mohamed, avait pris l'engagement dans son discours d'investiture de mettre le droit à l'éducation des enfants au devant de toutes ses priorités après la sécurité des populations. Après 2 années de gestion, le constat se présente. Au regard en tout cas des engagements qui ont été pris, notamment de sa prestation de serment, il a placé en tout cas au titre de ses priorités l'éducation au 2e rang, après donc la question de la sécurité. C'est vrai, au regard du contexte sécuritaire actuel, mais également des défis auxquels notre pays fait face, on peut dire que quelques engagements ont été quand même respectés, notamment en lien avec la question de la protection des jeunes filles en cours de scolarité, où effectivement une des promesses était de la création des internats pour les jeunes filles. Effectivement, dans certaines localités, effectivement, on a vu en tout cas pousser des chantiers où ces jeunes filles-là aujourd'hui ont trouvé un cadre beaucoup plus qui les sécurise. Mais au-delà, à mon sens, de ces écoles qui ont été créées, je pense qu'on a quand même assisté à plusieurs incendies au cours de l'année 2022 ayant emporté quand même plusieurs enfants innocents. On a également vu au niveau en tout cas du corps enseignant cette vulnérabilité-là, notamment le taux assez élevé de contractuels que jusqu'à présent l'État n'arrive pas à absorber. On voit également que le cadre de vie, même si je prends par exemple le cas de Niamey, pompeusement, le conseil de ville a lancé la campagne Zéro Classe Payotte. Aujourd'hui, on voudrait bien voir qu'est-ce qui a pu se faire
en lien toujours avec cet engagement du président de la République, je ne pense pas si grand-chose a pu être fait. Les enfants sont l'avenir de demain, a-t-on coutume de dire. Au Niger, depuis quelques années, on constate une négligence dans la mise en application des textes portant les droits des enfants. Cela a occasionné plusieurs incendies des classes qui ont endeuillé des dizaines de familles et la déscolarisation prématurée des milliers d'enfants pour cause d'insécurité. À ce niveau, beaucoup reste encore à faire. Un des chantiers du président de la République, c'est de faire en sorte que le mérite prévale, que conformément à ce qu'il a dit lors de sa prestation de serment, que la coloration politique de quelqu'un, ou par exemple son appartenance à une région ou à un clan, ne peut pas par exemple le mettre à l'abri au cas où son comportement est déviant vis-à-vis par exemple des deniers publics. Je pense que à ce niveau également, il y a des attentes fortes, parce que quand on parle d'éducation, on parle aussi de ressources. Je précise que la bienveillance d'un État, une des dimensions caractéristiques, c'est l'engagement budgétaire. Quel est le niveau de budget que l'État est prêt à consentir dans les secteurs sociaux de base qui sont à même de pouvoir améliorer les indicateurs. À ce niveau, même si les ressources conséquentes ont été allouées, si la gouvernance n'est pas vertueuse, si la corruption est érigée en mode de gouvernance, je pense qu'on est à la case départ. Et je pense sincèrement, c'est sur ce chantier que les Nigériens attendent beaucoup du président de la République, que les compatriotes qui se sont donné des libertés avec les deniers publics puissent rendre gorge, et de manière la plus sévère, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Mais quand on regarde également au niveau, par exemple, des zones d'insécurité, on sait particulièrement la région de Tillabéri est beaucoup frappée par ces pratiques-là. Vous savez, les groupes armés non étatiques sévissent là où ils voient un symbole de l'État, notamment les écoles qui sont souvent mises à sac, les cases de santé qui sont brûlées, les formations sanitaires en général. Et à ce niveau, je pense qu'il y a eu beaucoup de décrochage scolaire dans la région de Tillabéri. Vous avez près de 35 000 jeunes filles qui ont été victimes de ce décrochage scolaire-là. Et connaissant bien certaines pratiques culturelles et sociales qui prévalent dans notre pays, notamment la question du mariage d'enfants, il est fort à parier que beaucoup de filles vont être victimes de cette pratique-là. Maintenant, quelles sont les conditions ou les dispositions qui sont prises pour effectivement sécuriser ces filles-là, nonobstant effectivement ce regroupement-là qui est mis en place et qui peine aussi à être vraiment effectif, parce que souvent les effectifs sont pléthoriques et on n'a pas le nombre d'enseignants qu'il faut, et aussi la vulnérabilité des enfants. Les familles qui sont des déplacés internes n'ont pas souvent les moyens de faire face à la prise en charge alimentaire, par exemple, des enfants, ou même à payer, par exemple, un certain nombre de charges, notamment les frais scolaires, les manuels scolaires ou les frais de congé, etc. Donc, l'un dans l'autre, je pense que sur le côté enfant, il y a beaucoup à repenser, il y a beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, quand on regarde la grande capitale du Niger, Niamey, vous avez des enfants qui ont élu domicile dans la rue, des enfants qui sont sans attache familiale, ils dorment autour des échangeurs. Vous avez à longueur de journée des enfants qui tirent des mendiants comme guides mendiants. Vous avez des enfants qui sont là dans les écoles coraniques à sillonner les grandes artères pour chercher de la pitance au profit des adultes. Je pense que ce n'est pas acceptable. Il est important que des mesures idoines soient prises pour protéger davantage ces petits êtres innocents qui méritent de vivre dans un climat de paix. Les enfants qui sont dans ces zones d'insécurité ont besoin d'abord de recouvrer la sécurité. Et pour cela, l'État doit doter les forces de défense et de sécurité des moyens adéquats et avoir également cette collaboration avec l'ensemble des pays du Sahel qui font face à ce défi-là. Et vous conviendrez avec moi, on a eu quand même un passé pas glorieux dans la gestion, par exemple, des ressources publiques qui ont été allouées au ministère de la Défense, où certains compatriotes, en tout cas, se sont donné des libertés avec ces ressources-là. Je pense qu'on doit faire en sorte que ces ressources-là soient gérées au mieux, une gestion rationnelle et efficiente, mais également qu'il y ait également des sanctions à l'encontre, en tout cas, de ceux qui peuvent se donner ces libertés-là, notamment en luttant contre la corruption et le détournement des deniers publics. Parce que le mal qui gangrène, en tout cas, nos différents États, dans le cadre de cette guerre-là, c'est également le détournement des deniers publics. Tout ça, là,
les services compétents doivent avoir les moyens nécessaires pour non seulement faire la prévention, mais aussi faire la répression et la prise en charge. Nous ne pouvons pas accepter qu'au XXIe siècle, que le nom du Niger soit traîné dans la boue avec des enfants qu'on retrouve dans les rues à Dakar, des enfants qu'on retrouve à Accra, et le prétexte fallacieux, c'est la pauvreté. Est-ce que c'est seulement au Niger où on retrouve des pauvres? Je me réjouis en tout cas aujourd'hui qu'avec la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, l'utilisation des enfants dans la mendicité est criminalisée. Et ça, c'est vraiment une avancée que nous saluons au passage. Mais, encore une fois, pour que le Niger soit digne de ses enfants, pour que le président de la République puisse respecter en tout cas sa promesse de campagne, notamment sa profession de foi en disant que l'éducation doit être sa deuxième priorité, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'efforts à fournir. On peut lui faire grâce du contexte aujourd'hui sécuritaire qui ne permet pas effectivement d'allouer des ressources conséquentes compte tenu de l'effort de guerre, mais pour autant, cela n'est pas une excuse quand même que ces secteurs-là puissent patauger en tout cas dans une sorte de léthargie par faute de moyens ou par l'indélicatesse, par exemple, de certaines personnes, ou par la politisation à outrance de l'administration. Je le répète encore une fois, l'école doit être dépolitisée. L'école doit être à l'abri des querelles politiques. Une cohésion sociale de tous les fils du pays s'impose pour un développement harmonieux et durable pour offrir un cadre de vie saine aux enfants du Niger. Je pense que, je l'ai dit tantôt, il faut que dans une démocratie, il est l'expression plurielle. Autrement dit, il faut que l'opposition également s'exprime, il faut que la société civile s'exprime, il faut que les syndicats s'expriment pour que le président de la République, qui est le magistrat suprême, puisse aussi avoir une oreille attentive pour écouter effectivement ces cris de cœur de ses concitoyens. Et ces cris de cœur-là, qui sont des critiques, doivent lui permettre effectivement d'améliorer sa gouvernance. Et non pas, à chaque fois quand il y a une critique, on la voit beaucoup plus en termes, en tout cas, de mauvais œil, comme on dit, et que bon, on met en marche l'appareil judiciaire et puis on traque les opposants qui sont obligés de s'exiler, qui croupissent en prison pendant des années. Je pense que ce n'est pas bien. Pour la nouvelle année, j'ose espérer, et je pense que c'est l'opportunité qui est offerte au président de la République en ce mois béni de Carême, pour qu'il crée les conditions d'une décrispation de la société, de l'atmosphère politique au Niger. Ils doivent créer les conditions aujourd'hui pour que les frustrations des Nigériens puissent s'exprimer sur l'arène publique et qu'ils puissent voir de ces critiques-là quelles sont les critiques objectives. Et s'asseoir avec l'opposition, s'asseoir avec l'ensemble des corporations et trouver les solutions idoines. Parce que ce combat que nous a imposé les groupes armés non étatiques, ou terroristes, j'allais dire, c'est un combat que nous ne pouvons pas mener individuellement. C'est un combat que nous ne pouvons pas seulement gagner par les armes, parce que c'est un combat asymétrique, c'est une guerre asymétrique. Il faut une unité d'action, il faut que l'ensemble des concitoyens regardent dans la même direction et que nous unissons nos forces et nos intelligences pour effectivement faire face à l'ennemi. En démocratie, il est impératif d'écouter toutes les couches sociales pour faire face à l'insécurité en vue de protéger la population en général et en particulier les enfants. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.